Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez peut-être, j'ai repris mes voyages en Afrique, ici en Afrique francophone, 3 ans après mon congé sabbatique. Je suis depuis quelques jours au Rwanda et je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast intitulé Voyage post-sabbatique en Afrique francophone. Mon nom est Gabriel, professeur de médecine à l'Université de Berne. En l'occurrence, je suis à la frontière de la RDC, au bord du lac Kivu, à quelques centaines de mètres de la ville de Bukavu, et mon invité aujourd'hui est Lévi. Bonjour Lévi. Bonjour professeur Hugues. Tu vas bien? Je vais très très bien, j'espère de même pour vous. Oui, c'est un grand plaisir d'être ici au bord de ce lac avec ce magnifique paysage. La première chose qu'on peut se poser la question, quel est ton parcours? Qui es-tu, Lévi? Merci beaucoup professeur. Je suis Lévi Bougouaya, c'est ça mon nom, et étudiant en dernière année de la faculté de médecine à l'Université catholique de Bukavu. Je suis détenteur d'un diplôme d'État des sections scientifiques, option biochimie, ainsi que je suis également détenteur d'un diplôme de baccalauréat en sciences biomédicales à l'Université catholique de Bukavu. Et en plus de cela, j'ai déjà fait 4 ans en médecine clinique et je suis en train de finir ce parcours. De l'autre côté aussi, je suis chercheur en rythmologie depuis maintenant 5 ans. Je travaille sur l'électrocardiographie. Et en plus de cela, je travaille aussi dans le leadership académique aussi. Je suis l'initiateur du club de physiologie et signalisation cellulaire de l'Université catholique de Bukavu. Et je fus président du concours national intercongolais de physiologie, Intercongolese Medical Physiology 2023. Quel beau parcours déjà. 25 ans, tu m'avais dit que tu as, hein? Effectivement, 25 ans. D'accord. Ouais. Et tu vas obtenir ton diplôme de médecin d'ici quelques semaines, tu me disais. Ah oui, en moins de 2 mois pratiquement. Début mai, je serai diplômé en médecine. La médecine, c'est quelque chose qui était depuis longtemps un rêve pour toi. Quels étaient peut-être un peu les modèles ou bien quels étaient les événements de ta vie qui t'ont poussé à étudier la médecine? En fait, au début, c'était d'abord la passion. En fait, je vais avouer que je n'ai jamais rêvé être au bloc opératoire en train d'opérer. Je n'ai jamais rêvé être en train de réanimer. Et au début, c'était la passion pour la compréhension du fonctionnement de l'organisme. Je voulais comprendre pourquoi est-ce qu'une personne pouvait boire de l'eau et uriner. Je voulais bien comprendre pourquoi est-ce que la sueur était un petit peu salée. Et pourquoi est-ce qu'il arrivait qu'on puisse manger et puis en mangeant on grossit, et quand on ne mange pas on ne grossit pas. Voilà, c'était un peu ça pendant mon enfance. Et puis avec le temps, je m'étais dit, bon, on m'avait conseillé que peut-être avec la section de biochimie, ça m'allait bien. Et puis après la biochimie, je m'étais dit, mais alors j'ai une petite idée sur le fonctionnement de l'organisme, mais il fallait aussi comprendre comment est-ce que l'organisme pouvait être en dysfonctionnement. Et en plus de cela, il y a mes 2 parents qui étaient passionnés par la médecine, mais faute de moyens, n'avaient pas pu faire la médecine. Et mes 3 grands-parents qui étaient morts subitement. Tout cela a contribué à ma motivation. Alors, en plus de la passion, j'ai été motivé par cela pour faire la faculté de médecine. D'accord. Donc, tu as parlé de peut-être du modèle de tes parents qui, eux-mêmes, ils avaient déjà exprimé quand tu étais enfant ou adolescent qu'eux, ils auraient aimé étudier la médecine? Oui, et pratiquement en famille, quand on tombait malade, s'il n'y avait pas moyen de se faire soigner, il y a ma maman qui partait payer des médicaments à la pharmacie, et puis elle venait, mais seulement elle ne savait pas expliquer comment agissaient ces médicaments. Alors de tels trucs là, et mes 2 parents qui me racontaient chaque fois que non, on voulait faire la médecine, on voulait faire médecine, mais il n'y avait pas de moyens. Donc,
peut-être le modèle de tes parents et d'autres modèles après, par la suite, que tu as eu qui t'ont motivé, inspiré pour encore étudier la médecine? À part mes parents, je dois avouer qu'il n'y avait pas d'autres modèles médecins en tant que médecin. J'ai eu des modèles quand je faisais déjà la médecine. J'ai eu des très très bons modèles à mon avis. J'ai eu le professeur Kanigula Mubawa que vous connaissez très très bien. Il m'a beaucoup inspiré. Et il y a un autre Congolais aussi, malheureusement ils sont tous des Congolais, le professeur Jean Chega, que vous pouvez aussi connaître probablement, soit sur Internet. Et son parcours est très très bon. C'est quelqu'un qui a aussi fait la RDC pour ses études secondaire, et puis après il est parti faire la médecine en Belgique, et puis après il est passé par Johns Hopkins, il est passé par l'Afrique du Sud, et aujourd'hui il sert l'humanité, la science. Ce sont des parcours qui m'inspirent beaucoup plus. Mais j'ai découvert ces personnalités déjà en faisant la médecine. Tu nous as déjà présenté un peu des choses que tu as accomplies dans ta jeune carrière là. Quelle est peut-être la chose pour laquelle tu es le plus fier à présent? À présent, je dois dire que je me suis pour la première en tant qu'étudiant en médecine, je me suis pour la première fois senti à ma place, à ma juste place, il y a pratiquement un an, en date du 18 mars 2023. Quand il fallait présenter le tout premier résultat du profil électrocardiographique des sujets adultes à Bukavu. C'était un séminaire organisé par les recteurs de l'université, le professeur Kanigula Mubawa, et il était présent. Prenez juste cette imagination, un jeune étudiant devant son superviseur, les recteurs de l'université. C'était un très grand défi pour moi, mais heureusement, je m'en suis sorti très fier, parce que j'ai eu des félicitations de par les professeurs, j'ai eu des félicitations de par les camarades. Je me suis senti à ma place, en quelque sorte. En fait, c'est pas très facile devant son superviseur, devant son recteur de l'université, de présenter les tout premiers résultats d'une étude d'une certaine envergure, la toute première étude dans la région. Et voilà. Après cette présentation-là, je m'étais senti vraiment à ma juste place. C'était une fierté pour moi. Tu as certainement dû affronter un peu des obstacles, des difficultés, une ou deux de ces difficultés que tu as eu à surpasser. Ah oui, les difficultés, on n'en manque jamais. Et c'est beaucoup plus de difficultés générales. Comme j'espère bien que vous le savez, dans notre région, on investit moins en sciences. On préfère investir en politique, en entrepreneuriat, en autre chose, mais en sciences, on investit très très moins. Alors, des fois, on a des idées, on a l'esprit de créativité, on s'imagine des projets de recherche, mais bon, on est limité. On est limité par des moyens, on est limité par la logistique. Et voilà, c'est le plus grand défi pour moi. Sinon, les idées, on en a, mais le plus grand défi, c'est l'investissement dans la science. C'est très très moins suffisant. Donc, tu fais partie maintenant de cette cohorte de jeunes médecins qui vont bientôt obtenir leur diplôme. Quels sont les éléments parmi tes collègues qui te donnent de l'optimisme pour le futur? Ouais. Il y a un élément principal, c'est l'esprit de créativité. Dans mes collègues, je remarque qu'il y a une grande créativité, une imagination créatrice. Et seulement l'administration, disons, la gouvernance est en train de faire dévier cette créativité beaucoup plus en politique qu'en sciences ou en entrepreneuriat. Il y a beaucoup plus de jeunes qui ont cet esprit-là de créativité, mais leur créativité, faute d'investissement dans tel ou tel autre domaine qui les passionne, ils préfèrent créer des choses beaucoup plus politiques que dans d'autres domaines. Mais au moins, cet esprit de créativité-là, je suis sûr qu'à un certain moment, dès qu'il y aura un équilibre dans l'investissement, dans tel et tel autre domaine, scientifique, entrepreneurial, politique, il y a aussi une créativité scientifique qui sera aussi presque au même pied d'égalité que la créativité politique. Mais au moins, je suis très fier de cette créativité que je suis en train de remarquer autour de moi. Et j'en suis fier et j'ai l'espoir que ça va donner de très, très bons fruits.
Ce qui frappe et ce qu'on connaît naturellement, c'est qu'un pays comme la RDC, d'où tu viens, c'est un pays extrêmement jeune. Il y a vraiment une majorité de la population qui a moins de 20 ans. Si toi, si tu avais un peu tout pouvoir, plein pouvoir, qu'est-ce que tu améliorerais, changerais pour que plus d'étudiants puissent aussi faire une carrière académique? Merci beaucoup. Je risque de tourner autour du pont. En fait, je pense il faut bien équilibrer l'investissement. Je crois. C'est bien d'investir en politique. Je dois tourner autour du pont. Mais c'est aussi bien d'investir dans l'académie. Je pense qu'avec l'esprit de créativité dont je viens de parler maintenant là, et si la gouvernance actuelle de notre région pouvait équilibrer l'investissement comme on investit en politique. Actuellement, si vous créez un parti politique, vous aurez beaucoup d'investissements. Mais si vous faites un projet scientifique, ce ne sera pas très intéressant. Je pense que si on change cette donne-là, si on met en quelque sorte un équilibre dans l'investissement politique, entrepreneurial et académique et scientifique, les choses peuvent être facilement. Quand tu parles d'investissement, tu parles vraiment d'investissement financier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les moyens financiers qui sont mis à disposition, par exemple, tu dis de la politique ou en comparaison à l'éducation de type universitaire, tu as l'impression que là, il y a un problème. En plus d'investissement financier, d'investissement en termes de ressources humaines aussi. Actuellement, on a plus de mentorat en politique qu'en sciences. Il y a beaucoup plus de ressources humaines en politique qu'en sciences. C'est un peu paradoxal, mais c'est ce qu'on vit. Donc, en plus des moyens financiers, en plus des fonds de recherche, il faut également des ressources humaines. Donc, un tout grand merci, Lévi, pour avoir partagé ces expériences et ces opinions avec nous. Vraiment merci. C'est un très grand honneur pour moi, professeur. Merci également à vous. Et ensuite, merci à vous toutes et tous pour nous avoir écoutés. Il s'agissait là, en fait, de ce premier entretien de ce voyage. Et soyez certains que je vais poursuivre cette série dès que possible. Donc, à tout bientôt, à vous toutes et tous.